Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et j'aimerais remercier à toutes et à tous les collègues du Ciel et aussi aux étudiants et aux étudiantes qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Parler des lesbiennes dans le domaine de la littérature est un exercice marginal. Ramener le sujet au centre d'un débat est un geste politique. Et si bien il y a un genre littéraire aux prises avec la cité, c'est bien les genres dramatiques. Il m'a paru donc intéressant pour cette présentation, de croiser ce champ peu exploré avec celui de la littérature dramatique, le parent pauvre des études littéraires. Il m'a semblé également qu'un exemple de littérature dramatique nous aiderait à mieux capter la construction singulière d'un personnage en relation directe avec l'action et face à un public réel et multiforme pour compléter ainsi le tableau des implications des femmes en littérature. Est-ce que ça me parle ? Pour ce qui est de l'histoire, sur la présence des personnages lesbiens dans la fiction, si dans les romans espagnols on peut tracer un panorama assez complet avec des textes qui existent depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, aussi pour la poésie, pour le théâtre, il n'en va pas de même. La littérature dramatique n'occupe que quelques lignes dans ce panorama. On fait référence à Gloria Laguna, une aristocrate lesbienne chic, et son rapport avec la vie théâtrale du début du XXe siècle. Et on fait référence à la pièce en français d'Édouard Bourdet, La prisonnière, de 1926, qui a fait scandale et qui parle expressément d'une relation lesbienne. En ce qui concerne la production théâtrale espagnole, donc nous sommes à pratiquement à zéro production avant les années 80. Ce qui n'est pas étonnant, car n'oublions pas le contexte espagnol. Entre 1939 et 1975, l'Espagne est sous le régime dictatorial et ultra-catholique de Francisco Franco. Et entre 1970 et 1982 était en vigueur la loi de dangerosité sociale, la ley de peligrosidad social. Ce qui a réduit beaucoup un art qui est essentiellement public et politique. Ensuite, il y a quelques pièces qui ont vu le jour, comme Humo de Beleño, La fumée du diable, on peut le traduire, de 1981, où il s'agit il met en scène 5 femmes autour de la sorcellerie. La pièce El color de agosto, la couleur d'août de 1988, de Paloma Pedrero, plus urbaine, plus actuelle, un peu plus bobo, qu'il y a 2 artistes et un triangle amoureux. Et finalement, en 1999, la pièce de Pilar Pombo, En igualdad de condiciones, en égalité des conditions, sur la relation des deux femmes pendant la guerre civile espagnole. Ce n'est qu'à partir des années 2000, notamment propulsé par l'activisme LGBT et les festivals culturels, que toute une littérature LGBT et des maisons d'édition et des productions de spectacles ont commencé à prendre une place dans le panorama culturel espagnol. Et quand je dis panorama culturel espagnol, évidemment, c'est Madrid et Barcelone. On s'entend. Voilà. Le théâtre qui s'occupe de la thématique lesbienne comme source de conflits est très rarement publié. En 2018, Ana Casado, c'est une dramaturge et chercheuse, a publié un volume Teatro Lésbico qui n'est pas encore traduit, qui rassemble 4 pièces
précédée d'une étude introductive. Dans cette étude, Ana Casado rappelle la faible présence du théâtre lesbien par rapport au théâtre gay, le caractère éphémère d'un théâtre lesbien étant donné la rareté des publications, et la relation des mises en scène avec le festif, le comique et le ludique de toutes ces pièces, afin de rendre plus digeste un sujet qui, selon la chercheuse, est inconfortable. Le concept de théâtre lesbien pour Casado doit être large et englober tous les textes dramatiques qui traitent le thème lesbien, qui ont des personnages lesbiens et qui représentent un certain nombre de thèmes dérivés des difficultés pour les femmes de vivre, exprimer une relation affective avec une autre femme. Ces critères, justifiés avec pertinence par la chercheuse, s'inscrivent dans un horizon de normalisation et de visibilité lesbienne. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans le contexte des années 2000, donc, et qu'en 2005, on va promulguer la loi le mariage pour les personnes du même sexe en Espagne, 2005. Voilà, ça c'est un peu pour les contextes. Aux antipodes de cette recherche d'intégration sociale, le manifeste pour la lesbianisation du théâtre de la dramaturge argentine Mag de Santo propose, du moins en théorie, de démonter tous les gestes impliqués dans la création théâtrale et sa mise en scène, les pensées, des rapports, des structures, car ils sont tous, dit-elle, porteurs de hiérarchies hétérosexuelles et donc oppressives. Et cela pourrait le rapprocher du mouvement queer, mais c'est un queer avec K. Hein, c'est génial. C'est une mouvance très hétéroclite, latino-américaine, avec une forte présence de la réflexion décoloniale et une réflexion décoloniale à partir de l'Amérique latine. N'est-ce pas ? Donc, nous sommes ici confrontés à deux positions assez classiques. L'une normalisatrice qui lutte pour la conquête des droits civiques, et une autre remettant en cause l'hétérosexualité et qui le rapproche beaucoup plus de Monique Wittig et d'Adrienne Rich, bien sûr. J'ai sélectionné pour ce soir une pièce de théâtre écrite par Carmen Loza, Chicas, filles, des filles, de 2005, dont un petit extrait, un livret de... Voilà, il est parmi vous, là. Extra. Et je crois que j'ai l'oublié dans mon... Ah non, il est là. Voilà. Extra. Donc, Chicas est une comédie dans laquelle son autrice ratifie l'emploi des axes dramaturgie basés sur la mixité de temps, des styles et des genres à l'intérieur d'une pièce. Dans ces œuvres, les conflits théâtraux, donc le nerf du théâtre, est déclenché par une affirmation d'un choix. Un choix qui est à mettre en parallèle avec le classique conflit individu-société. Sauf que notre individu est femme, donc un sujet dévalué, et lesbienne, donc un sujet doublement dévalué. C'est une donnée à tenir en compte quand on pense de ce sujet d'énonciation, un sujet lesbien, donc un personnage féminin qui, dans ses choix affectifs ou de vie, échappe ou fait résistance à l'emprise ou au mandat social du mal. Comme tel, il s'agit d'un théâtre qui s'inscrit dans les relations hors normes, d'interdits moraux et culturels. Nous laissons donc de côté les notions de textes lesbiens ou d'auteurs lesbiennes qui attribuent une définition identitaire et statique à un phénomène que nous considérons multiple, pluriel et mouvant.
Carmen Loza souligne que Chicas, et je cite, est un collage des genres qui tente de rompre avec les schémas sociaux avec lesquels les femmes sont étiquetées en raison de leur orientation sexuelle. Fin des cites. 4 personnages féminins, dans les rôles des 4 actrices, vont incarner les personnages des différentes histoires montrées. L'auteure est pleinement consciente qu'une œuvre de cette nature, même si elle recourt à des situations d'un ton parfois frivole, doit s'appuyer sur des situations dramatiques engagées. Ainsi, à travers la multiplicité des genres qui racontent sans les épuiser les multiples façons d'être lesbienne, Loza propose des situations assez comiques, mais qui servent à mieux montrer par contraste les scènes autour des préjugés, des stéréotypes, des persécutions et des mauvais traitements. Ce programme comprend également l'autocensure et l'autorejet des lesbiennes elles-mêmes, un phénomène beaucoup moins connu et qui en dit long sur le formatage hétérosexuel et hétéronormé exercé depuis le berceau. L'utilisation de l'humour et des remarques amusantes adressées au public par les 4 actrices peuvent suggérer qu'il s'agit d'une comédie. Cependant, Chicas contient des véritables moments tragiques qui sont, à mon avis, ce qui donne un sens non seulement à cette pièce, mais aussi au théâtre à thématique lesbienne, puisqu'il mobilise une pulsion vitale qui, pour des raisons culturelles et sociales, se voit empêchée ou entravée. Et cette réalisation de l'impulsion vitale implique des conflits qui vont, selon l'intention de l'auteur, de la frustration du personnage à sa mort. Donc, pour Carmen Loza, il s'agit de donner une image puissante et positive des lesbiennes, de créer des références réelles et quotidiennes et, en quelque sorte, de contrecarrer la diabolisation populaire des lesbiennes massivement diffusée par le cinéma des années 40 à 80. Donc, vous avez dans le petit livret quelques scènes qui vous donnent un peu un aperçu de ce qu'on va parler. Je vais vous indiquer les pages au fur et à mesure. En parlant de cette diabolisation qui apparaît dans le cinéma, la critique a souligné que des films comme La calomnie ou les larmes amères de Petra von Kant ont pour but de montrer la lesbienne comme un personnage pervers. En fait, ces 2 œuvres de cinéma, ces 2 films, sont des œuvres très, très complexes. La calomnie, par exemple, est une dénonciation des normes sociales et cinématographiques qui défie, donc, cette pièce, ce film, le code des censures des Heiss. Et à travers le thème du lesbianisme, il me semble, Weiler et Fassbinder montrent plutôt l'oppression et le contrôle social. Et de plus, je ne pense pas que le lesbianisme a besoin de discours qui le dénigrent encore plus qu'il ne l'est déjà. Voilà. Donc, l'œuvre Chicas est composée de 20 scènes ou séquences relativement brèves. Et donc, vous avez un peu le menu à la page 58, à la première page. En ouverture, moment clé, s'il y en est, le spectateur assiste à une transformation musicale. L'Ave Maria de Schubert se mélange progressivement avec un rap. La mutation, loin d'être une simple musicalisation du début de l'œuvre, propose une transformation qui éloigne le public des concepts familiers. D'une part, la mère virginale, d'autre part,
le rap, genre qu'il y a jusqu'à il y a très peu de temps était très masculin, macho et parfois homophobe même. Il va véhiculer ce rap dès l'ouverture des paroles explicitement lesbiennes. Nous sommes donc confrontés, dès le début de la pièce, à une double appropriation lesbienne des références culturelles traditionnelles, qui non seulement exclut la lesbienne, mais la condamne. Les 4 actrices sur scène, donc ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a un aspect métathéâtral intéressant, incarnent des rôles dans les séquences qui vont composer la pièce. Ces personnages prennent possession de la scène à partir de leurs spécificités qui vont du plus visible, elles sont 4 femmes, elles sont 4 amies, au plus invisible. Elles sont 4 lesbiennes, mais cela ne se voit pas. Il s'agit donc d'un voyage vers l'invisibilité. À cette fin, Carmen Loza propose un changement de paradigme de la scène, plaçant les hommes hors du centre d'intérêt. Sur un ton badin, provocateur, les actrices s'adressent au public et précisent qu'à la fin du spectacle, elles ne coucheront avec aucun des gars du public, mais peut-être avec une des filles. La plaisanterie, qui peut sembler légère et plate, je crois qu'il faut la remettre en contexte. La scène théâtrale est hétéronormative. Et pendant 2500 ans, le théâtre occidental a représenté et soutenu l'affirmation du patriarcat et de l'hétéronormativité à travers la scène. C'est pourquoi le fait de placer les hommes tout au long de la pièce, hors de l'orbite du désir féminin, et en général hors du centre d'intérêt, génère une dynamique différente, inquiétante et subversive. Lorsque le rideau tombera, les expériences et les conflits évoqués retourneront à leur invisibilité habituelle et l'ordre social sera rétabli. La scène théâtrale regagnera ses droits, mais pas dans l'espace mental des spectatrices et des spectateurs. La fiction proposée par Loza s'attache à déconstruire les préjugés les plus tenaces, tels que toutes les lesbiennes sont les mêmes, toutes les féministes sont des lesbiennes, les lesbiennes ressemblent aux hommes, et le lesbianisme est la conséquence d'un problème psychologique dont vous pouvez percevoir la dimension dénigrante et réductrice. Dans la scène 5, la grande question, on avait donc, voilà, dans 2, la grande question, Loza utilise l'humour pour dénoncer la stigmatisation. Dans un rapide échange question-réponse, les actrices attribuent leur homosexualité au diable, à une malformation génétique ou à une punition divine. Ces idées reçues, qui restent quand même vox populi, sont à l'origine d'un rejet de soi et d'un déni qui peuvent conduire à la dépression et au suicide. Pour contrebalancer les termes dégradants, Loza oppose dans la même scène une recontextualisation des paroles des chansons populaires, des boléros, accompagnant celles-ci avec un rythme des corps, une danse, pour désamorcer ainsi la violence des propos dénigrants et d'une certaine manière chercher à les ridiculiser. L'une des nombreuses réussites de cette pièce est d'avoir posé l'orientation sexuelle comme une catégorie mobile. Par exemple, le cas très fréquent de la femme hétéro et mariée qui se découvre qu'elle est lesbienne. La pièce l'aborde sous 2 angles différents, celui d'une jeune épouse moderne et sûre d'elle, mais qui finit par n'être ni une chose ni l'autre, et celui de Concha,
qui est le stéréotype de ce que la littérature nous a transmis comme la mère espagnole traditionnelle. Son attirance pour une femme l'amène à se sentir anormale et à consulter un médecin, car elle ne sait pas comment appeler ce qui ne va pas chez elle. La relation de cette mère avec sa fille adolescente révèle les aspects d'une situation naturellement conflictuelle, mais la réprobation et le rejet ne vient pas de sa fille, qui essaye de comprendre ce qui arrive à sa mère, mais d'une camarade de classe de sa fille qui la condamne sans scrupule. Et c'est le prochain exemple. Attendez, est-ce que j'ai... non, c'est à la page 83, donc la scène 8, hein, où cet échange entre Charo et Martha, donc la fille et sa copine de classe, ta mère, ma mère, aïe, pauvre ton père, non? Mon père, et puis moi quoi? Toi, t'as ta vie, mais ton père, le pauvre... Non, mais mon père, mais il est détruit, etc. Il y a un rythme et des propositions qui viennent s'ajouter et qui mettent en scène un conflit souvent ignoré, qui est la découverte de l'homosexualité à l'âge adulte, et celui-ci illustré par l'implacabilité des impositions sociales destinées à réprimer les désirs qui dépassent la norme hétérosexuelle. Mentionnons deux séquences qui revisitent l'histoire et la littérature espagnole. La scène 7, la fuite, juste avant. Il y a eu un petit saut. Voilà, la scène 7, protagonisée par Léonore et Isabelle, deux jeunes femmes sorties tout droit d'une comédie de Lope de Vega, qui décident de s'enfuir du village. Léonore a été punie par son père, qui l'a découvert avec Isabelle. Léonore fuit son père, qui cherche maintenant à la tuer et à sauvegarder la dignité de la famille. Ce fait déclenche ce qu'on appelle un drame d'honneur, l'honneur. À mon avis, c'est la scène la plus réussie de tout le volume, car apparaissent ici condensés tous les termes de la tragédie du XVIIe siècle, et Carmen Loza la transcende en laissant une fin ouverte, c'est-à-dire en offrant la possibilité que ce qui pourrait se terminer en mort n'arrive pas. Je crois que c'est vraiment une réussite du point de vue de la construction dramaturgique. Dans la scène 9, donc juste après, elle est située dans l'Espagne de 1934 et c'est une scène expressément liée à la Casa de Bernarda Alba, la maison de Bernarda Alba, cette pièce de Federico García Lorca, où ici deux jeunes femmes sont intimidées par la voix de la mère. La voix de la mère qui s'impose. Susana doit se marier parce qu'elle le doit et elle essaye de se convaincre qu'avec le temps, elle apprendra à aimer son mari. En réalité, ce qu'elle veut, c'est de vivre avec son amie Inès. Vous avez les exemples donc à la page 90. Le dialogue est magnifique car il est situé juste avant la guerre civile espagnole et il condense une situation d'extrême urgence, de la nécessité de prendre la bonne décision et l'intuition, il y a là aussi une intuition du définitif, du tragique et pourquoi pas de l'impossible qui baigne dans ces pages. Ensuite, la scène 18, qui s'appelle Manifeste, est une scène des corps absents et des voix provenant des différents pays,
reconnaissables grâce à leur accent particulier. Et c'est des courtes phrases qui nous arrivent d'un pays arabe, d'un pays d'Europe de l'Est, d'un pays d'Afrique, d'un pays d'Asie, d'un bidonville gitan et d'un pays d'Amérique latine. Il s'agit d'une partition polyphonique, comme vous pouvez le voir, désarticulée, plurielle, qui ne revendique rien. C'est en quelque sorte un anti-manifeste. Et il me semble que peut-être ce sont des voies à partir desquelles nous devrions écrire un manifeste. C'est quelque chose qui est donné au public. Le boulot, c'est le public qui doit pratiquement le faire. Cette courte scène est, à mon avis, une clé d'interprétation importante, car grâce à l'éclatement de l'espace et des origines, Carmen Loza parvient à intégrer des aspects quotidiens et omniprésents dans la vie des lesbiennes: la peur, les représailles, l'harcèlement, les insultes, l'amour et la tendresse. J'aimerais conclure avec 3 remarques autour de la temporalité dans cette pièce. Les séquences de cette pièce s'articulent, à mon avis, en 3 situations temporelles qui se complètent et dialoguent entre elles. Nous trouvons des séquences dans le présent, des séquences historiques et puis ces manifestes intemporels des voix off. À première vue, pour le présent, il semblerait que les scènes se déroulant dans l'actualité reposent davantage sur l'humour et la dédramatisation. Elles sont faites, énoncées dans une perspective blanche et bourgeoise. Le conflit ici s'inscrit dans un contexte de normalisation, c'est-à-dire de parité des droits civiques, le présent de l'écriture. Les 2 séquences historiques que nous avons évoquées sont d'un point de vue dramaturgique plus puissantes, plus authentiques et, je crois, plus adaptées à la théâtralité, car il y a, dans ces 2 séquences, il y a un risque, il y a un engagement, il y a une lutte de l'individu avec l'environnement et avec lui-même. Et parce qu'en définitive, et en fin de compte, c'est une question de vie ou de mort dans ces 2 séquences. Et pour les manifestes des voix off, l'invisibilité des corps et la corporéité des voix mettent en avant une violence atemporelle. Les voix off dans la scène vide rappellent également que la tragédie quotidienne est toujours là, mais que nous ne la voyons pas. Permettez-moi de vous donner quelques références en italien, j'ai trouvé, pour le théâtre, en français, et évidemment, pour toutes les personnes qui le thème intéresse, et aussi en espagnol, évidemment, une longue liste. En fait, arrivant au terme de ces mini-parcours ultra rapides, il y a lieu de se demander, par rapport à la thématique qui nous convoque ici, quel espace au propre comme au figuré sont actuellement pris, laissés, conquis, brûlés ou recréés par les femmes en littérature? Quels gestes culturels sont questionnés, confortés, court-circuités, ignorés par les femmes en littérature? Et à quelle normativité sont-elles, dans leur singularité, conviées, soumises ou redevables? Permettez-moi de finir par une citation de la poète chilienne et activiste travestie Claudia Rodriguez, qui, depuis son lieu d'énonciation, un lieu précaire, donne une possibilité de réponse à ces questions. Cuando vi morir a King Kong, supe que era a mí a quien la industria estaba matando. No se puede ser tan grande, tan fea y vivir en el centro de la ciudad. Muchas gracias.